période électorale, période de promesses, et les candidats aux différentes élections ne manquent pas d'imagination et de propositions, des promesses des plus anecdotiques à celles pour le moins utopiques, quelques appréciations de potentiels électeurs. Nous serons dans les rues de la capitale. Éducation inclusive au Burkina, des associations donnent de la voix à l'occasion de la campagne mondiale de plaidoyer. Vous entendrez dans ce journal les associations de Tisseré et celles qui se battent pour l'inclusion des personnes albinos. Et puis, situation pour le moins embarrassante aux États-Unis où Donald Trump continue de contester les élections. Le recomptage manuel et complet des voix est en cours dans certains États et Joe Biden, qui entame en principe sa période de transition, reste privé des financements. Merci de nous recevoir chez vous à la deuxième semaine de la campagne électorale. La course à l'électorat se fait de plus en plus rude et les candidats ne manquent pas de stratégie et surtout de promesses pour appâter, des promesses quelque peu anecdotiques, utopiques, voire démagogiques de l'avis de certains électeurs. Quelques appréciations à Ouagadougou dans ce téléma signé Nongba Kouda et Amandine Lalsaga. Lancée le 31 octobre, la campagne électorale pour la présidentielle et les législatives couplées bat son plein. Des promesses de campagne et de petites phrases prononcées ça et là par les candidats marquent les esprits et suscitent des réactions diverses dans l'opinion publique. On ne peut pas avoir la mer au Burkina, ça sera compliqué. Ça c'est l'ordinaire parler. On peut avoir la main si nous sommes ensemble, on peut espérer avoir la main ici au Burkina Faso. Vraiment, les promesses électorales me font peur parce que chacun dit ce qu'il veut. Bon, il y en a qui promettent de lutter contre le terrorisme, qui dit qu'ils vont les appeler et discuter avec. S'ils pouvaient le faire, vraiment ça nous arrange. Nous, on veut la paix. La main peut venir au Burkina. Kadhafi a réussi cette prouesse. Mais pour les 1 million par jeune, pour le projet, ça sera compliqué. Pour ma part, je pense que ces promesses-là sont un peu fallacieuses et qu'il faut accrocher son pantalon là où on peut le décrocher après. Dire en 18 mois s'il n'y a pas les pays, il démissionne. Certainement, il va démissionner. J'ai honte parce qu'on se rend compte qu'ils sont en train de dévier l'essentiel de la politique. Donner la bourse à tous les élèves du CP1 jusqu'à l'université. Bon, ça, je me dis que ça, c'est faisable. La plupart des candidats ne viennent pas vers nous ici à l'université parce que les étudiants arrivent à discerner ce qu'ils disent. Quand quelqu'un se lève et dit qu'il va envoyer la mer, par exemple, que ce sont des choses qui n'arrivent pas, qui ne peuvent pas. Donc, il ne faut pas se servir de ce genre de choses-là pour prétendre au poste présidentiel. À côté des promesses des candidats, certains électeurs se font des idées sur ce qui devrait être comme contenu dans les programmes proposés aux populations. Il faut connaître les besoins des populations de la cité. Il faut connaître les problèmes des populations de la cité et bâtir ton programme à partir des problèmes vécus. Mais on a l'impression que certaines personnes, pour la politique, il faut mentir. Non, la population n'est plus à ça. Nous, les petits commerçants, on a besoin de microcrédits pour pouvoir travailler. On est à l'université ici, par exemple, précisément en économie, on est de la promotion 2015. On a fait 5 ans avant d'avoir notre licence. Mais je me dis qu'il faut prendre en compte ce problème, c'est-à-dire le système LMD. Et s'ils peuvent ajouter des amphithéâtres, recruter plus d'enseignants, si c'est pour cette question d'eau-là, pour avoir de l'eau en abondance au Burkina Faso, il y a des barrages, on peut créer ça, c'est faisable. On peut créer peut-être dans chaque région ou bien dans chaque chef-lieu de région, créer un barrage, ça c'est possible. Et pourtant, dans la diversité des programmes politiques proposés par les 13 candidats à la présidentielle, tous les aspects de la vie sociale, politique, économique et culturelle sont pris en compte. Reste à savoir si ces éléments de contenu sont suffisamment portés à la connaissance du public.
Instructeurs des forces de défense et de sécurité, ils sont à leur tour formés. Module choisi pour eux, la protection de l'enfant en période de crise. Formation à l'initiative du comité interministériel des droits humains et droit international humanitaire. L'ouverture des travaux à Bobo Dioulasso avec Kassou Milogo et Karim Sissi. La protection de l'enfant en situation de violence. C'est ce qui réunit ici à Bobo Dioulasso les différentes composantes des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Elles sont ici à l'occasion d'une session de formation. Une formation de 72 heures initiée par le comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire en vue de renforcer les connaissances des formateurs des forces de défense et de sécurité sur le manuel de formation. La formation se fait sur la base d'un manuel déjà conçu avec des modules bien définis. On va évoquer les questions de généralité sur le droit international humanitaire, les généralités sur la protection même de l'enfant et voir maintenant au regard de la vulnérabilité de l'enfant les règles spécifiques conçues par le droit international humanitaire pour les protéger. De l'avis des premiers responsables de la région des Hauts-Bassins, l'initiative d'une telle formation est à saluer. Les droits humains et du droit international humanitaire est une opportunité qui permettra à l'ensemble des participants effectivement, de renforcer non seulement leurs capacités, mais aussi leurs compétences, afin que d'être vraiment des relais auprès de l'ensemble des forces de sécurité et des défenses de sécurité pour que l'enfant qui est au centre effectivement de cette rencontre soit davantage protégé. Au cours de cette session de formation, ce sont au total 25 instructeurs des forces de défense et de sécurité qui vont s'instruire sur le manuel de formation des FDS en ce qui concerne la protection de l'enfant. Des connaissances qu'ils vont par la suite relayer auprès des autres FDS à travers le pays. Nous restons dans la ville de Sia pour le compte-rendu d'un débat sur l'œuvre scientifique portant sur les perceptions et les perspectives citoyennes des défis de sécurité au Burkina, œuvre qui est la résultante d'une enquête conduite dans 6 communes et qui révèle entre autres les causes de la méfiance entre communautés, mais aussi fait des propositions pour une gestion holistique des questions sécuritaires. Compte-rendu signé Drissa Traoré, Sriki Milogo et Karim Sissi. Sécurité par le bas, perception et perspectives citoyennes des défis de sécurité au Burkina Faso. C'est le titre d'un ouvrage scientifique, objet de la présente conférence débat. Cette œuvre fait ressortir 2 types d'insécurité, à savoir l'insécurité du passé et celle d'ailleurs. Il s'agit notamment de la criminalité transfrontalière avec le grand banditisme, l'orpaillage, la consommation d'alcool et autres stupéfiants. Il faut résoudre le problème de sécurité de façon holistique en tenant compte donc des différents éléments donc de l'emploi, du chômage, de la sécurité alimentaire, de la sécurité routière, des questions des alcools frelatés. Finalement, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont essentielles, mais il y a d'autres aussi qui sont assez subsidiaires dans certaines zones par rapport à leurs préoccupations internes. Fruit des travaux de recherche de 6 chercheurs, l'ouvrage jette un regard sur la perception des questions sécuritaires et démocratiques par les citoyens ordinaires. Travaillons dans 13 communes burkinabées à travers le pays pour avoir des discussions avec nos interlocuteurs, justement pour avoir les points de vue de ceux qui sont très loin des médias, pour écouter, être à l'écoute des populations de nos différentes communautés. Parce que ce qui se passe, on ne fait plus confiance à l'étranger. Or, à l'époque, l'étranger, c'était vraiment l'autre. C'était une fierté de recevoir un étranger. Sécurité par le bas, perception et perspective citoyenne des défis de sécurité au Burkina Faso est une initiative du laboratoire d'anthropologie comparative engagé et transnational. Un laboratoire créé par des chercheurs, enseignants et étudiants basés au Mali, en France, en Suède et au Burkina Faso.
Dans la quête de la sécurité, la parenté à plaisanterie peut s'avérer un élément catalyseur. Parenté à plaisanterie, facteur de cohésion sociale, rôle des scolaires et étudiants du Gourma. C'est du reste le thème des 72 heures de l'Union des scolaires et étudiants du Gourma, thème qui a fait l'objet d'une conférence publique à l'entame de ces 72 heures. Mathias Nikema et Rasmata Ouedraogo. C'est parti pour les 72 heures de l'Union des scolaires et étudiants du Gourma USEGA. 72 heures pour promouvoir la solidarité et la fraternité. D'où cette conférence publique en guise d'ouverture pour interpeller la jeunesse sur sa responsabilité sociale et le rôle de la parenté à plaisanterie, deux facteurs indéniables pour une cohésion sociale solide. La parenté à plaisanterie, c'est une valeur culturelle que nous devons cultiver et préserver. Également, quand vous prenez la sécurité, on a tendance à croire que la sécurité concerne uniquement les autorités et nos FDS. Donc nous également, nous pouvons contribuer d'une manière quelconque pour pouvoir aider vraiment à lutter contre l'insécurité. Occasion pour mentors et scolaires de passer à la loupe les pistes d'orientation sur la cohésion sociale et l'unité des filles et fils du Goulmou. C'est déjà une bonne chose pour nous de les avoir et de les savoir engagés dans ce sens. Je crois qu'il est de mon devoir de les appeler à l'unité, de les appeler à la tolérance, et à la solidarité et au dynamisme. La région de l'Est a un potentiel incroyable, mais deuxième région la plus pauvre du pays. En grande partie sur le fait que les fils et les filles de la région n'ont jamais eu le temps de s'asseoir ensemble pour réfléchir sur le devenir. La jeunesse nous a donné un signal fort. Concours d'art oratoire, dons de sang ainsi que des rencontres sportives sont entre autres activités prévues pour ces 72 heures de l'USEGA. Retour à Ouagadougou pour les échos du plaidoyer pour l'éducation inclusive au Burkina. Un plaidoyer mené par l'association de Tisserand à l'endroit des décideurs publics et qui se veut interpellateur sur la situation des enfants vivant avec un handicap. Précision avec Salifou Belem et Sekou Zongo. Par ces coups de sifflet, les élèves des écoles Saba A et E témoignent de leur solidarité aux enfants vivant avec un handicap du monde entier. Appelé la sonnette d'alarme, cet acte est l'initiative de l'association Le Tisserand, une action de communication, de sensibilisation et surtout d'interpellation pour une meilleure prise en compte des préoccupations des enfants handicapés dans le système éducatif. Bien que le gouvernement, bien que les autorités, et en particulier le secteur de l'éducation, aient pris des dispositions pour que tous les enfants, notamment les enfants handicapés, aient accès à l'école, nous remarquons toujours qu'il existe des lacunes. Nous remarquons qu'il existe des insuffisances qu'il nous convient ici de combler. La mise en œuvre de la politique de l'éducation inclusive dans la commune de Saba, une question diversement appréciée. L'accès dans les classes, dans les toilettes et autres, tout ça c'est pris en compte. Donc dans les activités que nous menons, il y a tout ça, il y a des sensibilisations aussi qui sont faites. Les gens n'ont pas de formation en matière de choses, d'éducation inclusive. Donc ça c'est un problème. Et même la lampe d'accès. Quand vous regardez par ici, il n'y a même pas une lampe d'accès ici. Créée en 2008, l'association de Tisserand a sensibilisé plus de 22 000 élèves et autres acteurs de l'éducation sur la scolarisation et le maintien à l'école des enfants en situation de handicap, selon les responsables de l'association. L'inclusion dans l'éducation, c'est également l'un des combats de l'association burkinabé pour l'inclusion des personnes albinos. De son côté, l'association était ce 11 novembre dans les écoles Sissin A et B pour tirer la sonnette d'alarme sur la problématique de la scolarisation des enfants albinos. Daouda Ouattara et Vincent Kendré-Biogo. Ainsi est tirée la sonnette d'alarme à l'école Sissin Nord de l'arrondissement 1 de Ouagadougou. Un cri qui interpelle tous sur la situation des enfants vivant avec un handicap, victimes de privation de scolarisation. Depuis 2018, l'association burkinabé pour l'inclusion des personnes albinos, l'ABIPA, plaide et interpelle les décideurs pour une éducation plus inclusive au Burkina Faso. Les personnes handicapées, particulièrement les enfants handicapés, n'ont pas toujours accès à l'éducation
bien que les textes juridiques le conçoivent. Il y a l'ODD4, il y a la Convention relative aux personnes handicapées, il y a la loi numéro 012-2010 portant protection des personnes handicapées. Tous ces textes-là prônent l'éducation inclusive. Mais sur le terrain, beaucoup d'efforts restent à faire, bien que l'État s'investisse vraiment dans cette éducation inclusive. À cette occasion, les partenaires de l'ABIPA font parler leur cœur en faisant des dons aux élèves handicapés, des dons composés de livres à grand caractère et des monoloupes. Nous avons apporté un soutien total à hauteur de 2 millions de francs CFA à l'association ABIPA. Mais pour ce qui concerne aujourd'hui, c'est des livres, mais c'est également des monoloupes. Mais je précise que les monoloupes n'ont pas été financés par notre organisation, mais plutôt par l'ONG Raoul Folero. Pour les organisateurs, le choix des enfants pour la sensibilisation n'est pas un fruit du hasard. Selon eux, la stigmatisation et la discrimination commencent à bas âge et gagnent ensuite de l'ampleur si cela n'est pas maîtrisé. La sécurisation et la sauvegarde des collections muséales situées en zone de conflit interpellent le Conseil international des musées section Burkina. Avec ses partenaires, il a organisé une formation sur le sujet au profit des gestionnaires des patrimoines culturels. Roger Kam et Sébastien Zongo. Comment sauvegarder et sécuriser les collections des musées en zone de conflit au Burkina Faso? C'est la préoccupation au centre de cette rencontre de formation. Les musées du Burkina Faso, à l'épreuve de l'insécurité, état des lieux et perspectives et la définition d'un plan d'évacuation d'urgence font partie des 5 modules au programme. Cette formation nous a donné des bases pour être plus regardants et faire beaucoup plus attention et pour quand même prendre toutes les précautions nécessaires afin de limiter les dégâts. On ne souhaite pas que ça vienne, mais il faut se préparer à d'éventuels risques. Vraiment, cette formation est la bienvenue. Cette initiative du Conseil international des musées du Burkina Faso vise à outiller les gestionnaires des musées en procédure de conservation du patrimoine culturel. Ces musées sont menacés, les collections sont, surtout que la majorité sont des collections, et ce sont des musées privés. Et il était de bon temps aussi qu'on les accompagne. Le musée de Kaya est un musée communal et est bien situé par rapport aux autres. Et il nous est revenu qu'en tout cas ils étaient menacés aussi comme les autres musées du Nord. Et il fallait trouver une solution pour les outiller aussi pour qu'on puisse sauvegarder nos collections. Les 35 participants à cette session de formation viennent des régions du Nord, du Centre-Nord, du Plateau central et de la Bourde du Mouhoun. Hors de chez nous, c'est une situation pour le moins embarrassante que vit le pays de l'oncle Sam. Donald Trump continue de contester les élections. Le recomptage manuel et complet des voix est en cours dans certains États et Joe Biden, qui entame en principe sa période de transition, reste privé des financements. C'était sa première apparition publique officielle depuis l'élection présidentielle. Donald Trump a passé 10 minutes à honorer les vétérans américains de la Première Guerre mondiale au cimetière d'Arlington. Mais surtout, il continue de contester le verdict des urnes 8 jours après le scrutin, évidemment sur Twitter. Pour l'instant, le comptage des voix ou le recomptage continue dans plusieurs États. Des procédures judiciaires sont en cours et Donald Trump n'a pas donné l'ordre de lancer la transition à l'administration des services généraux. L'équipe de Biden est donc privée d'accès aux dossiers de financement et même de bureaux à Washington. Mais le président élu Joe Biden se montre confiant, évoquant simplement une source d'embarras. C'est en Pennsylvanie qu'il a commémoré le 11 novembre, avant de nommer son futur chef de cabinet, Ron Klain, un démocrate chevronné, et quelques 500 personnes qui travailleront avec les différentes agences fédérales pour préparer son installation à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Et c'est donc en Géorgie qu'un recomptage manuel complet des bulletins de vote a été annoncé. Même si Joe Biden est déclaré perdant d'ici le 20 novembre, date butoir de la publication officielle des résultats dans cet État, cela ne changera pas la donne pour la présidentielle. Mais la Géorgie est importante au niveau de l'élection sénatoriale, car les démocrates doivent remporter les 2 sièges restants au Sénat pour pouvoir avoir la main mise sur la Chambre haute. Jusqu'à présent, la majorité des sénateurs républicains n'ont d'ailleurs pas encore félicité Joe Biden. La plupart semblent attendre un signe du président qui, selon certaines informations, réfléchit à ses options, y compris à se représenter en 2024.
Je reçois pour vous à présent Jérôme Tiendrebogo pour parler de football. Bonjour Jérôme. Bonjour Christine. Alors le Burkina joue ce soir contre le Malawi pour le compte de la 3e journée de la CAN 2021. Est-ce que tous les étalons sont là? Bien sûr, tous les étalons convoqués par Kamou Malo, le sélectionneur national, sont là, à l'exception bien sûr de Hervé Kofi Kwaku qui a été testé positif au Covid-19, qui n'a pas effectué le déplacement. Les 25 en tout cas sont là. On les a vus, ils ont commencé à arriver lundi, parce que vous savez que le week-end beaucoup étaient déjà sur les terrains au profit de leur club. Donc lundi ils ont commencé à arriver et se sont préparés. Lundi, mardi, mercredi, donc ils sont tous là en ce moment précis. Je pense qu'ils sont en repos bien mérité. Il faut être en forme à 100% de ses moyens pour pouvoir donc affronter l'adversaire cet après-midi au stade du 4 août. Alors j'imagine que les Malawites sont également dans la capitale burkinabé. Oui, ils sont arrivés, ils ont pris contact comme le veut le règlement avec la pelouse du stade du 4 août hier à l'heure du match. Les Flames, c'est comme ça qu'on les appelle, l'équipe nationale de Malawi, sont les Flames, ils sont bien arrivés. Alors, ils viennent pour faire valoir aussi leurs arguments, parce que vous savez que cette équipe-là a 2 participations en phase finale de CAN en 84, et aussi la dernière remonte en 2010. Si vous regardez, ça fait une bonne décennie que cette équipe n'a plus goûté à la joie de disputer une phase finale de CAN, et elle est dans le groupe B avec l'Ouganda, le Burkina Faso et le Soudan du Sud, et en essayant aussi de faire valoir donc ses arguments. Pour le moment, cette équipe n'a que 3 points pris avec le Soudan du Sud. Le Burkina est un gros morceau, on va dire, c'est le 58e pays dans le classement FIFA contre 123e le Malawi, mais ils ne viennent pas en victime résignée, ils viennent justement pour peut-être créer la surprise au stade du 4 août, mais en tout cas il appartient aux étalons qui veulent jouer le premier rôle. Je vais même parler de place de leader dans ce groupe B là, de monter ceux d'autres sont capables cet après-midi. Alors Jérôme, le match se joue ce soir à 19h et à huis clos. Oui, à 19h à huis clos. Malheureusement, le stade du 4 août n'aura pas ces 35 000 spectateurs. Je sais qu'il y a des spectateurs qui se préparaient à l'intérieur du pays pour prendre part. On sait qu'il y a la section UNSC de Côte d'Ivoire aussi qui venait très souvent. On leur fait un coucou au passage. Malheureusement, le match à huis clos donc n'aura pas de spectateurs, en tout cas pas au nombre qu'on connaît habituellement. Le stade sera vide parce qu'il n'y aura que environ 200 spectateurs côté tribune officielle. Bien entendu, ce sont les officiels, les invités d'honneur et tout qui seront là, et quelques journalistes et les organisateurs. Et pour cela, il faut que la RTB joue un grand rôle. Donc le match sera en direct sur les antennes de la RTB, prise d'antenne à 18h45, mais bien avant, Jean-Modeste Ouedraogo va animer un plateau avec notre partenaire d'Orange, monsieur Laurent Bassendia, et notre consultant, un ancien international étalon, Madou Dossama, qui seront là pour un peu planter le décor et analyser les enjeux, les forces et les faiblesses en présence, pour mettre véritablement les téléspectateurs dans le bain avant 19h00 pour le coup d'envoi. Alors rendez-vous donc dans quelques heures sur la télévision du Burkina. Merci pour toutes ces informations et bon match aux étalons. Il faut ajouter, vous l'avez dit, le match sera en direct sur la RTB, et pour cela le journal de 20h vous sera proposé à 21h. Jérôme, il faut rester avec nous pour la revue de presse, et justement le match des étalons occupe une place de choix dans les colonnes des quotidiens. Il était également question de la rencontre surprise entre Alassane Dramane Ouattara et Bédié, chose qui semble préparer un retour à la sérénité. La revue de presse de Vincent Tiendrebogo. Ce soir, au stade du 4 août, les étalons seront face aux Flames du Malawi pour les qualifications de la CAN 2021. Pour le pays, le Burkina Faso joue un tournant important de sa qualification avec 4 points comme l'Ouganda qui est leader du groupe. Et les étalons devront empocher le gain de la partie de ce soir afin de poursuivre la compétition avec beaucoup plus de sérénité. Les 3 points sont à prendre à Ouagadougou, selon Charles Kabouré, cité par le journal.
Le pays qui rappelle que le Malawi et le Burkina Faso se sont affrontés à 4 reprises avec 3 victoires des étalons et un match nul. Dans Aujourd'hui au Faso, Ouattara et Bédié sont l'indispensable et douloureux arbre à palabres. Ouattara et Bédié, côte à côte, un kaléidoscope rarissime, image d'Épinal vue il y a très longtemps. La guerre finit irrémédiablement par le dialogue et c'est ce qui est sur le point de se passer en Côte d'Ivoire. Et pour Aujourd'hui au Faso, Ouattara sait que son 3e mandat est contre nature et qu'une bonne partie des Ivoiriens n'applaudissent pas à sa réélection. Alors, il ne pouvait pas ignorer Bédié et compagnie. Eh bien, Bédié n'est pas allé à la rencontre les mains vides, mais avec une longue liste de préalables, dont la libération de certains de leurs partisans. Un petit pas sur le chemin de la paix, écrit l'observateur Palga. Ainsi, les 2 héritiers du vieux ont pris langue pour briser le mur de glace qui s'est érigé entre eux. Faut-il alors s'attendre à un gouvernement d'union nationale? L'avenir nous le dira. Mais tout compte fait, c'est Alassane Ouattara qui sort gagnant de ce bras de fer. Sa forfaiture électorale est définitivement consommée, le sphinx de Daoukro n'ayant pas pu contrarier le processus engagé par son cadet. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. On se dit à ce soir pour le journal spécial campagne.